Bonjour à tous, chers amis. J'ai le plaisir de modérer cette session des JESFC 2021 avec un panel de quatre orateurs et qui est consacré aux accidents thromboemboliques en période épidémique Covid-19. Donc, nous avons au programme quatre présentations par les docteurs et professeurs Yves Gruel, Tacquart Charles-Ambroise, Coutureau Francis, Bonnet-Guillaume. Sans plus tarder, nous donnons la parole au professeur Yves Gruel de Tours, qui va parler de la coagulopathie en période Covid-19. La parole est à Monsieur Gruel. Bonjour, je vais donc vous parler de la coagulopathie associée à la Covid-19. Voici mes biens d'intérêt. Comme vous le savez, les patients avec une Covid-19 ont un risque très élevé de thrombose, comme illustré par cette image avec une embolie pulmonaire sévère. Et je vais tenter de vous expliquer pourquoi. En fait, le SARS-CoV-2 infecte les poumons du malade en se fixant un récepteur spécifique et est internalisé dans les cellules épithéliales où il se multiplie. Les particules virales, dont le nombre augmente de façon très importante, vont entraîner des modifications majeures, immunologiques, inflammatoires et hémostatiques, qui expliquent le risque thrombotique des malades. En effet, ces particules activent une réponse immune très forte, avec une libération majeure de cytokines très nombreuses, et dont certaines activent les cellules et donc l'hémostase. De plus, ces particules altèrent l'endothélium en induisant un phénotype prothrombotique et elles entraînent une augmentation des taux circulants du facteur Willebrand, du facteur 8, conjointement à une activation plaquettaire importante, et tous ces effets expliquent le risque thrombotique élevé des malades. De plus, cette activation de la coagulation et cet état inflammatoire impactent le pronostic vital en aggravant l'atteinte respiratoire, mais aussi en favorisant, dans les cas les plus graves, une défaillance multiviscérale. Donc, vous concevez que dans cette infection très grave, il existe des interactions très fortes entre inflammation et coagulation, avec une génération majorée de thrombine, cette protéase activant un grand nombre de cellules qui elles-mêmes vont produire encore plus de cytokines pro-inflammatoires qui favorisent l'expression de facteurs tissulaires par les cellules vasculaires, par les monocytes macrophages, et ce facteur tissulaire amplifie, active la coagulation avec un processus qui est auto-amplifié. En conséquence, les patientes avec une Covid-19 ont une coagulopathie particulière. Au cours de celle-ci, la numération plaquettaire est le plus souvent très modérément diminuée. De même, le temps de Quick est très modérément allongé. Par contre, les taux de fibrinogène sont très augmentés, signe témoignant de l'inflammation. Mais surtout, l'anomalie la plus marquée est une augmentation majeure des taux de D-dimère. Par contre, il n'existe pas de coagulopathie chez ces malades, sauf en prémortem, et les taux d'antithrombine sont donc normaux.
Pourquoi les dédimères sont-ils très augmentés dans la Covid-19 ? Eh bien, en fait, c'est probablement la résultante, premièrement, d'une formation systémique, comme on l'a vu, majorée de thrombine, avec la formation de fibrine, et celle-ci étant dégradée par la plasmine va générer des dédimères, mais aussi au niveau intrapulmonaire, il existe une formation très importante sur le plan tissulaire de fibrine qui elle-même va contribuer à la formation, à la libération d'une quantité très élevée de dédimères. Une étude américaine a révélé récemment que cette augmentation du taux des dédimères était l'indice prédictif le plus précoce, le plus sensible de survenue d'une thrombose au cours de cette infection. Bien sûr, d'autres paramètres comme l'augmentation de la CRP ou l'augmentation de la numération plaquettaire sont aussi des indices prédictifs de thrombose. De plus, un travail lillois a montré que l'augmentation des dédimères associée à celle du fibrinogène était plus marquée chez les patients ayant des besoins en oxygène élevés et était associée avec une survenue plus précoce des thromboses. Enfin, une étude belge a suivi longitudinalement l'évolution d'un certain nombre de paramètres chez des malades avec une Covid sévère et conjointement avec l'augmentation de la CRP, ils ont montré que l'augmentation du taux de fibrinogène, du taux de facteur 8, des dédimères pouvait persister longtemps au cours de l'évolution d'une Covid-19, expliquant l'hypercoagulabilité objectivée par la génération de thrombine, comme le montre la figure en bas à gauche. En pratique, ces données ont des implications importantes en termes de suivi biologique des malades. Il est très important, outre la surveillance de l'hémogramme, de la CRP et du taux de fibrinogène, de contrôler le taux de dédimère, car une élévation brutale de ce taux peut témoigner d'une thrombose infraclinique, phlébite, embolie pulmonaire, voire même thrombose artérielle. De plus, le suivi des paramètres de l'hémostase peut avoir un impact sur la durée du traitement anticoagulant. Ainsi, une anticoagulation doit être prescrite pour au moins 10 jours dans la mesure où il existe un état hypercoagulable prolongé chez ces malades, et voire même le traitement anticoagulant sera majoré, prolongé si le taux de dédimère est très élevé, et c'est donc très important de suivre ce paramètre pour ces malades. Je vous remercie de votre attention. Donc merci Yves pour cette excellente présentation. Le sujet aborde beaucoup la physiopathologie, l'aspect fondamental de la thrombose, et sur le plan pratique, se concentre sur les dédimères et l'élévation des dédimères qui est bien connue dans le Covid-19. Alors, on pratique ces dosages beaucoup en centre hospitalier, qui sont même parfois un élément de suivi au quotidien de ces patients. Que pensez-vous de l'utilisation en médecine de ville, par exemple, des dédimères ? Est-ce qu'il faut proposer ce test pour le suivi des patients ? Alors, je pense que ce paramètre est clairement celui qui présente sans doute, dans le contexte de la Covid-19, un intérêt pratique potentiel important. Parce que, on le sait, là, le sujet, c'est la thrombose, qui est l'une des raisons expliquant la mortalité élevée chez les malades les plus sévèrement atteints.
Et l'augmentation des dédimères est un facteur de risque, semble-t-il, prédictif assez fort, peut-être même le plus fort sur le plan biologique, vis-à-vis de la survenue d'un accident thrombotique. Donc, si on a un patient, même en ambulatoire, qui a un état clinique qui se déstabilise, c'est peut-être un élément, me semble-t-il, intéressant que de mesurer la concentration plasmatique des dédimères, car si celle-ci est très très élevée ou a augmenté dans un temps très court de manière très importante, c'est un indice, me semble-t-il, qui doit inciter à explorer le malade et à le traiter de manière adaptée par des anticoagulants. Oui, donc je pense vraiment que c'est un élément biologique important de surveillance. Mais évidemment, pour les patients stables, ça n'a pas d'intérêt. Mais dans la surveillance, ça sous-entend d'avoir une valeur de référence peut-être dès le départ, au moment du diagnostic, pour permettre justement dans le suivi d'avoir un élément évolutif. Oui, bon, on manque encore de... Ce qui semble intéressant, c'est en effet, pratiquement tous les malades hospitalisés avec une forme assez sévère, ils ont des taux de dédimères élevés. C'est d'une part l'amplitude de l'augmentation qui semble éventuellement un indice intéressant. Il y a une publication récente qui montre qui suggère que quand le taux de dédimère est plus de 20 fois supérieur à la limite supérieure, c'est vraiment un indice prédictif assez fort de thrombose et notamment d'embolie pulmonaire. Donc, je pense qu'en effet, avoir une valeur initiale, pourquoi pas, mais en effet, suivre l'allure évolutive chez les malades les plus graves, c'est à mon sens pas inutile. Alors, bon, on manque d'études cliniques encore à cet égard. Je ne sais pas ce qu'en pense Charles ou d'autres, mais... Merci beaucoup Yves pour cette réponse, ce commentaire. Donc à présent, nous allons passer à la deuxième communication qui va nous être donnée par le docteur Charles-Ambroise Tacquart de Strasbourg, anesthésiste, et qui va nous évoquer le risque thrombotique versus le risque hémorragique. Quelle spécificité? Monsieur Tacquart, à vous la parole. Bonjour, je m'appelle Charles Tacquart, je suis médecin anesthésiste réanimateur au CHU de Strasbourg et membre du GIHP depuis un peu plus d'un an. Je vais vous présenter les spécificités du risque thrombotique et hémorragique au cours de la Covid-19. Je n'ai pas de lien d'intérêt particulier pour cette présentation. La Covid-19, comme vous le savez sûrement, est associée à un risque thrombotique particulièrement élevé. Ce n'était pas forcément évident au début de l'épidémie. Vous avez ici une étude réalisée par le CHU de Strasbourg où nous avons appareillé des patients qui avaient un SDRA lié à la Covid-19 et des patients qui avaient un SDRA lié à d'autres pneumopathies. Et vous voyez qu'on observait 2,6 fois plus d'événements thromboemboliques chez les patients qui avaient une Covid-19 et 6 fois plus d'embolie pulmonaire. C'est donc un risque thrombotique qui est extrêmement prononcé. Depuis, de nombreuses autres équipes ont publié des résultats similaires et vous avez ici une méta-analyse publiée récemment dans le journal Radiology avec une incidence globale des embolies pulmonaires qui est de 16,5% des patients hospitalisés pour une Covid-19. Lorsqu'on s'intéresse aux patients hospitalisés en réanimation, vous voyez que ce chiffre monte à 24,7%, soit près d'un quart des patients qui ont une embolie pulmonaire en réanimation. Lorsqu'on regarde les thromboses veineuses profondes, eh bien, les chiffres sont globalement similaires, avec 15% des patients qui ont une thrombose veineuse profonde et 21% des patients lorsqu'ils sont admis en réanimation. Nous avons mené avec le GIHP une étude observationnelle sur 8 réanimations en France pour étudier ces complications thrombotiques. Nous avons observé 22% d'événements thrombotiques dans les 14 premiers jours qui suivent l'admission en réanimation pour une Covid-19. Il y avait principalement des embolies pulmonaires, mais nous avons également observé beaucoup de thromboses de filtres d'épuration extra-rénale et des thromboses d'ECMO avec des conséquences parfois importantes. Le risque thrombotique semble être majeur à la phase initiale de la maladie, avec beaucoup d'événements thrombotiques dans les premiers jours qui suivent l'admission à l'hôpital ou en réanimation.
Vous voyez sur ces courbes de survie sans événement thrombotique que la majeure partie des événements surviennent dans les 20 premiers jours suivant l'admission, et une médiane de survenue qui était dans cette étude à 11 jours après l'admission à l'hôpital. Le risque d'avoir une complication thrombotique est intimement lié à la sévérité de la maladie. Vous voyez dans cette étude que le fait d'être admis en réanimation était un risque très franc d'avoir un événement thrombotique, et le besoin en ventilation mécanique, qu'il soit non invasif ou invasif, était là aussi un facteur de risque d'avoir une complication thrombotique. Dans notre étude du GIHP, nous retrouvions des résultats similaires avec des facteurs de risque fortement associés à la sévérité de la pneumopathie virale. Nous avons retrouvé le rapport PaO2 sur FiO2 qui est un très bon reflet de la sévérité de l'hypoxémie qui était indépendamment liée à la survenue d'événements thrombotiques, et le fait d'être sous ECMO qui là aussi reflétait en fait la sévérité de l'hypoxémie. Nous avons également observé que le taux de dédimère à l'admission en réanimation était un marqueur de risque d'avoir une complication thrombotique en cours de séjour en réanimation. Il est intéressant de noter sur cette diapositive que les facteurs de risque habituels pour les événements thromboemboliques veineux n'étaient pas retrouvés dans la COVID-19. Concernant le risque hémorragique, celui-ci est nettement moins étudié. Il y a quelques études qui l'abordent, mais de manière assez secondaire. Dans cette étude publiée récemment dans Chest, vous voyez que l'incidence globale des événements hémorragiques était de 7,8% des patients hospitalisés pour une COVID-19, avec une fréquence plus élevée chez les patients qui étaient sous anticoagulation renforcée, avec 21,4% de ces patients qui ont eu une complication hémorragique. Dans cette étude, il ne semblait pas y avoir de différence entre les patients hospitalisés en réanimation et les patients hospitalisés en service conventionnel. Concernant le type d'événement hémorragique, vous voyez à gauche ici une étude publiée dans Critical Care par une équipe anglaise sur des patients de réanimation. Il y avait principalement des saignements gastro-intestinaux et des saignements intracrâniens. Dans notre étude sur les réanimations françaises, nous avons également colligé des saignements moins sévères à type de transfusion de 2 kg globulaires ou de perte de 2 points d'hémoglobine en 24 heures, sans nécessité de recourir à un geste hémostatique. Et vous voyez que ces événements-là représentent 50%, même plus de 50%, des événements hémorragiques colligés dans les 14 premiers jours de réanimation. Nous avons néanmoins eu des événements sévères avec des saignements intracrâniens, des chocs hémorragiques et même une hémorragie fatale chez un patient sous ECMO. Les événements hémorragiques semblent survenir de manière décalée par rapport aux événements thrombotiques, puisque vous voyez dans l'étude anglaise, la médiane de survenue des complications hémorragiques était à 15 jours. Dans notre étude, cette médiane était à 9 jours, alors que la médiane de survenue des événements thrombotiques était à 5 jours. Peu de facteurs de risque ont été clairement identifiés pour le moment pour définir le risque, identifier le risque hémorragique. Le fait d'avoir un âge supérieur à 70 ans et d'être sous anticoagulation au long cours semble être des facteurs de risque d'avoir une complication hémorragique chez les patients hospitalisés. Et dans notre étude sur les patients de réanimation, nous retrouvions le fait d'avoir un IMC faible et d'être sous ECMO comme des facteurs importants de risque hémorragique. Nous avons également étudié le lien entre l'exposition à une dose renforcée d'anticoagulation et la survenue de ces complications hémorragiques. Nous n'avons pas observé de lien statistique entre les deux. Néanmoins, nous manquons de puissance statistique pour pouvoir écarter ce lien de manière formelle. Concernant les procédures invasives, pour l'heure, il n'y a quasiment pas de données et aucune donnée objective pour statuer correctement sur la bonne conduite à tenir. Il est vraisemblable de penser que chez les patients qui ont une COVID-19 peu sévère, il y a quand même un risque thrombotique important. Et il faut le prendre en compte lors d'une intervention chirurgicale, même en cas de procédure mineure, en considérant la COVID-19 comme un facteur de risque thrombotique indépendant. Chez les patients les plus sévères, eh bien là, le risque thrombotique est très bien caractérisé, il est important. Il faut minimiser au maximum l'interruption du traitement anticoagulant et reprendre l'anticoagulation curative dès que l'hémostase le permet. Au total, vous voyez que le risque thrombotique est majeur à la phase initiale de la maladie, puis va progressivement décroître. On observe principalement des embolies pulmonaires et des thromboses veineuses profondes, même si tout type d'événement thrombotique peut survenir.
Et ces événements sont très fortement liés à la sévérité de la pneumopathie virale, plus qu'à des facteurs de risque habituellement observés. Le risque hémorragique arrive dans un deuxième temps, après la résolution finalement du syndrome, la phase initiale et la diminution du syndrome inflammatoire observé à l'admission. La plupart de ces événements hémorragiques sont modérés, même si on a pu observer des événements sévères, voire gravissimes. Cela pose la question du bon timing pour désescalader le traitement par anticoagulation renforcée ou curatif. Pour l'heure, on dispose de peu de données pour définir le bon timing de désescalade, et c'est encore des choses sur lesquelles il faut travailler. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis je vous souhaite une bonne journée. Merci Charles pour cette présentation originale. C'est vrai qu'on parle habituellement beaucoup du risque thrombotique, le risque hémorragique, et une question moins bien connue et particulièrement intéressante sur les données que tu as présentées. Alors, tu illustres bien que ce risque est retardé par rapport au risque thrombotique, et en cardiologie, c'est des choses qu'on connaît bien et qui évoquent immédiatement le risque lié à l'utilisation des antithrombotiques. Alors, les antithrombotiques ne semblent pas être liés de façon indépendante, de façon formelle, au risque hémorragique sur les données que tu nous as présentées. Bon, maintenant, on manque un peu d'éléments, notamment sur l'intensité en termes biologiques de l'anticoagulation chez les patients qui ont des complications hémorragiques, mais à mon sentiment, ça doit être l'élément central, donc on a besoin de données. Je suis frappé de constater que ces complications sont aussi fréquentes que les complications thrombotiques. Alors ma question est, est-ce que des éléments sont en cours d'analyse sur finalement hémostase chez ces patients et données d'anticoagulation et de traitement antithrombotique et complications hémorragiques? Est-ce qu'on pourra extraire ces éléments de ces registres de patients Covid? Alors, on va le faire à Strasbourg, on est en train de le faire. Alors clairement, nos données que j'ai présentées, c'est pour ça que j'ai mis un bémol pendant la présentation, sont fragiles d'un point de vue de l'hémorragie, dans le sens où effectivement on a poolé ensemble des niveaux d'anticoagulation différents, et donc on a pu masquer un effet, et surtout, dans notre étude en tout cas, on a arrêté le recueil à J14, donc on a raté des événements hémorragiques qui surviennent plus tardivement. Donc on a sûrement sous-évalué le risque hémorragique, et c'est ce que montre un petit peu l'étude anglaise, où on voit que finalement leur médiane est très décalée par rapport à la nôtre, ce qui laisse entendre qu'il y a eu des événements plus tard. C'est quasiment certain qu'il y a un lien entre le niveau d'anticoagulation et les complications hémorragiques, hein. On ne le montre pas, mais parce qu'on avait 38% de patients chez qui on n'était pas capable d'associer l'événement hémorragique à un niveau d'anticoagulation, ce qui nous a fait perdre beaucoup de puissance. La question qui en découle, c'est est-ce qu'on doit... Alors, on fait une thromboprophylaxie souvent plus intense chez des patients à titre systématique. Est-ce qu'on ne devrait pas mieux orienter nos traitements en fonction de l'existence ou non de pathologies thrombotiques démontrées? Je veux dire, généraliser la pratique des écoveineuses ou rechercher de façon plus systématique chez ces patients des embolies pulmonaires avant d'augmenter le régime d'anticoagulation, justement pour prévenir ces problèmes hémorragiques? Alors, c'est une question qui est toujours en cours. Ce qu'on fait, nous, c'est bien sûr tout événement caractérisé doit être anticoagulé pour une durée prolongée. Après, la question, c'est d'une part, est-ce qu'il faut faire un screening systématique? Il y a des centres qui le font, et c'est ceux qui trouvent finalement des incidences de thrombose veineuse profonde plus élevées, donc c'est une vraie question. Et la deuxième, c'est lorsqu'on n'a rien trouvé, à quel moment on va commencer à baisser le niveau d'anticoagulation, à quel moment on va lever le pied. Et c'est vrai que dans notre service d'anesthésie-réanimation à Strasbourg, ce qu'on fait actuellement, c'est réévaluer à G8 pour voir un petit peu, et en fonction de la sévérité du patient, si son état clinique s'est nettement amélioré, on va commencer à lever un petit peu le pied, et après on réévalue tous les 8 jours. Mais on manque de données pour savoir à quel moment on va devoir basculer vers un versant de nouveau plus standard. Très bien. Ok, merci beaucoup Charles. Il est temps de passer à la communication suivante, et j'ai le plaisir d'introduire le professeur Francis Coutureau de Brest, et qui va parler des profils de la maladie thromboembolique veineuse.
Donc, à vous la parole, Monsieur Coutureau. Bonjour à tous. Je vais donc vous parler des phénotypes de maladies chroniques veineuses en contexte Covid. C'est évidemment un sujet d'actualité majeure. Évidemment, il y a ce signal dès les premiers mois de l'épidémie, avec des observations en Chine, des séries autopsiques aussi qui nous montrent à la fois des emboles dans le cadre d'un processus thromboembolique classique et aussi des thromboses de la microvascularisation, des thromboses in situ, qui font parler de thrombose pulmonaire. Donc on est très vite alerté par ce problème et cette méta-analyse ici conforte que pour les patients les plus sévères notamment, on est sur un risque qui semble très élevé, de 30% au moins, au cours d'une hospitalisation. Après, lorsque on est sur des effectifs un petit peu plus importants, des études finalement bien faites, l'expérience italienne est très importante ici, on s'aperçoit qu'il y a quand même une différence entre les malades hospitalisés dans un service de médecine classique versus soins intensifs, avec des estimations de risque qui sont quand même beaucoup plus proches de ce qu'on connaît déjà dans des services en dehors du contexte Covid. Mais surtout, ce qui est intéressant dans cette étude, et c'est là où le signal est très fort, c'est que 50% des patients ont la MVTE diagnostiquée dans les 24 heures qui suivent l'admission, ce qui fait dire que sur toutes ces thromboses qu'on diagnostique, presque la moitié sont finalement déjà présentes à l'entrée et qu'on passait à côté. Donc, on sait aujourd'hui que finalement, sur des gros effectifs d'environ 1000 patients, eh bien, quand ils se présentent à l'hôpital, c'est 8 à 10% de ces patients qui ont une maladie chronique veineuse, et notamment une embolie pulmonaire. On a pu identifier sur cette grosse cohorte française de 1200 patients des facteurs des facteurs de risque d'embolie pulmonaire, tels que les sujets masculins, l'élévation de la CRP, surtout l'intensité de l'inflammation, et puis enfin se méfier du J7-J8 avec cette aggravation très particulière des patients qui peut être liée à une embolie pulmonaire et qui doit faire rechercher systématiquement une embolie pulmonaire dans ce contexte. Enfin, un des points très importants, c'est la démonstration que lorsqu'on n'oublie pas de mettre un traitement de prévention de thromboembolie veineuse tel que c'est déjà recommandé, eh bien, on améliore le pronostic des patients, on évite des embolies pulmonaires, et que, évidemment, des patients qui étaient déjà sous traitement anticoagulant à dose curative, soit pour la maladie chronique veineuse, soit pour d'autres indications, eh bien, évidemment, ont beaucoup moins de risques de développer une embolie pulmonaire. Donc là, un point majeur. Enfin, évidemment, ça pose le problème du type de thromboprophylaxie. Il y a eu très vite des propositions de doses thérapeutiques en prévention primaire et que, en l'absence de toute donnée, finalement, en l'absence de tout essai thérapeutique, en bonne et due forme, et ce que l'on voit dans cette méta-analyse, c'est qu'on a un risque multiplié par 5 de risque hémorragique. Et ce risque hémorragique, évidemment, c'est notamment de l'hémoptysie. On sait que c'est des patients, évidemment, qu'on va rendre plus malades potentiellement. Donc, ces propositions de Jean Connors me semblent, à ce jour, les plus raisonnables. Elles se réfèrent d'abord à une thromboprophylaxie à dose conventionnelle chez tout patient, c'est la base. Et effectivement, chez les patients en unité de soins intensifs, en réanimation, on peut se poser la question d'une prophylaxie avec une dose majorée. On appelle ça une dose intermédiaire, c'est-à-dire que ça correspond environ à 50% d'une dose curative. Mais elle ne recommande pas, et la plupart des sociétés savantes thrombose, et notamment au niveau de l'ISTH, on ne propose pas de dose curative d'anticoagulation chez les patients, sauf s'il y a un processus thrombotique validé. Et que pour savoir de toute façon ce qu'il faudra faire, il faut inclure dans l'essai Covidose du professeur Stéphane Julie, qui est coordonné via notre réseau FCRANE-UITI et qui va apporter des réponses sur l'intérêt d'une dose intermédiaire versus une dose classique, car c'est aujourd'hui une des études qui est les plus avancées. Alors, s'agissant de la prise en charge thérapeutique maintenant d'une embolie pulmonaire, on est sur une prise en charge finalement classique. Il y avait une incertitude en raison des antiviraux qu'on a utilisés au départ, avec les interactions avec les AOD, et finalement, les antiviraux n'étant pas efficaces, finalement, on se retrouve dans des situations classiques. Une embolie pulmonaire en contexte Covid et sans critères de sévérité, on va traiter par AOD en majorité.
Éventuellement, on commence par un traitement injectable parce que finalement, si on a des critères qui nous font dire qu'ils vont peut-être s'aggraver, finalement, ça sera d'autant plus à l'aise après pour la prise en charge. Mais globalement, on est sur des indications classiques et surtout, pas de thrombolyse systématique pour tous ces patients, uniquement en état de choc. Tout ça était donc déjà écrit. Il suffit finalement d'essayer d'appliquer avant tout les recommandations telles qu'elles existent. Et pour stratifier le risque de ces patients, finalement, les recommandations européennes de la Société de cardiologie restent parfaitement valides et un outil très précieux pour traiter ces patients au mieux. Et encore une fois, éviter cette surenchère qu'il y a eu un peu sur les traitements fibrinolytiques notamment. Pour la durée de traitement, on est ici sur deux types de situations et là aussi, on a le rationnel pour envisager une durée optimale de traitement. Soit vous avez une infection Covid sévère avec une hospitalisation qui va entraîner ensuite une embolie pulmonaire. C'est un facteur provoquant majeur, mais transitoire. On sait que l'inflammation peut durer quand même un certain temps, donc on va être plutôt enclin possiblement à traiter ces patients 6 mois plutôt que 3 mois, mais en tout cas, pas au-delà de 6 mois. Enfin, si vous avez une infection Covid avec un rhume sans critère de gravité, vous restez chez vous, et 1 mois plus tard, vous développez une embolie pulmonaire, on est sur un facteur mineur, absolument mineur. On est finalement dans un contexte d'embolie pulmonaire non provoquée par un facteur majeur, avec potentiellement une discussion sur un traitement au long cours, mais qui n'a finalement pas grand-chose à voir avec le Covid. Enfin, point très important, il faut suivre ces patients du fait de l'agression endothéliale, de l'implication du complément. Il est possible que ces patients aient peut-être plus de séquelles vasculaires pulmonaires et donc il sera très important en cas de dyspnée persistante de ne pas passer à côté d'une hypertension pulmonaire thromboembolique chronique. Donc bilan clinique, voire scintigraphie ETT à 3 mois. Pour conclure, il faut respecter encore une fois les algorithmes diagnostiques validés qui n'ont pas de raison d'être invalides quand il n'y a pas de critères de sévérité et c'est angioscan pour tous dès lors qu'il y a des critères de sévérité. Le traitement préventif, c'est d'abord les doses classiques, voire intermédiaires, et pas de dose curative pour la majorité, bien sûr. Et puis enfin, le traitement curatif, respect des recommandations qui nous donnent les outils et le suivi, ne pas oublier, à 3 mois. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Coutureau, pour cette présentation sur le risque thrombotique en période Covid-19 et chez ces patients, notamment en réanimation. Alors, avez-vous des commentaires ou des données complémentaires à nous donner sur l'évolution du risque thrombotique sur les données épidémiologiques entre le début de la période Covid et la période Covid plus récente? Oui, alors il y a un premier travail de l'expérience italienne qui était très intéressant, car effectivement, on a vu très vite en soins intensifs chez des malades très graves que le risque thrombotique était très élevé. Et sur ce travail italien, on voit qu'en fait, la moitié des épisodes thrombotiques qui sont diagnostiqués à l'hôpital, la moitié sont diagnostiqués dans les 24 heures qui suivent l'hospitalisation. Donc, il est très probable aussi qu'il y ait eu des surestimes, enfin, finalement, des taux thrombotiques, mais dont la moitié était prévalent, finalement, au moment de l'hospitalisation. Ça, c'est un point qui est important. Ensuite, lorsqu'on regarde des publications plus récentes, eh bien, sur des très gros collectifs, on s'aperçoit que finalement, on est sur un risque thrombotique lorsqu'on inclut les patients les moins graves, finalement, qui se révèle à l'entrée de l'hôpital, possiblement un peu moins élevé. Et ça, c'est normal lorsqu'on inclut un grand nombre de patients, même si il y a des biais de recrutement importants, car finalement, tous les patients ont des angioscans, ce qui fait que ça conduit aussi probablement à surdiagnostiquer certaines thromboses qu'on n'aurait peut-être pas traitées en temps normal. Toujours est-il qu'il faut être méfiant évidemment à l'entrée de l'hôpital lorsqu'il y a des symptômes, ne pas hésiter à aller rechercher avec des algorithmes, mais s'il y a des critères de gravité, c'est l'angioscan tout de suite. Et puis enfin, il y a un temps clé dans l'aggravation des patients, et ça aussi c'est quelque chose qu'on a bien compris, sur le J7, J8, l'aggravation, où on voit que parfois ce n'est pas du tout lié à la pneumonie, là il faut vraiment se méfier d'embolie pulmonaire à ce moment-là. Bien, merci beaucoup. Autre question, quelle est votre expérience? On a entendu un peu
l'analyse faite par M. Takar du risque hémorragique. Est-ce que vous partagez une expérience également sur le risque hémorragique dans votre activité à Brest? Oui, on a le risque hémorragique et puis il est important de comprendre qu'il y a plusieurs dizaines d'essais de thromboprophylaxie actuellement dans le monde. Et une information très récente, c'est que 3 essais très larges qui comparent une dose pleine à une dose standard de thromboprophylaxie ont été stoppés en raison d'un risque hémorragique accru. Et que finalement, plus que jamais, l'essai qui est conduit en France, Covidose par Stéphane Zuillet, est important, car là, cette fois-ci, il s'agit de comparer une dose intermédiaire à une dose classique d'anticoagulation. Donc, méfiance avec le risque hémorragique. Il y a eu un engouement sur les pleines doses et 3 essais internationaux à très gros effectifs viennent d'être stoppés en raison du risque hémorragique non acceptable. Donc, méfiance sur ces fortes doses. Ok, ça va tout à fait dans le sens d'une remise au centre de ce risque par rapport au risque thrombotique. Bon, un grand merci pour ces éclaircissements complémentaires. Il est temps de passer à la communication suivante et j'introduis le docteur Guillaume Bonnet de Bordeaux qui va parler de syndrome coronarien aigu et Covid. Quel mécanisme? Guillaume, à vous la parole. Bonjour à tous, je suis Guillaume Bonnet, je travaille au CHU de Bordeaux. Je remercie le comité scientifique pour l'invitation. Je vais vous présenter le syndrome coronarien aigu et quel mécanisme en période Covid-19. Pas de conflit d'intérêt sur le sujet. Alors en fait, ce qui est difficile à définir, c'est la différence entre l'atteinte myocardique et le syndrome coronarien aigu en période Covid. Comme on voit sur les recommandations de l'ESC, on voit en fait qu'à partir de 5 fois la normale de seuil de troponine ultrasensible, on peut commencer à évoquer le diagnostic d'infarctus. Ici, il est marqué infarctus de type 1 et aussi d'autres diagnostics différentiels. Donc en fait, s'il y a un continuum en fait entre l'atteinte myocardique et le syndrome coronarien aigu. Donc on se rappelle la définition de 2018, donc syndrome coronarien aigu, on voit en fait que quand on parle d'injury myocardique, au sein de l'atteinte myocardique, il y a, quand il y a une preuve d'ischémie, il y a le syndrome coronarien, donc l'infarctus du myocarde. Et qu'il y a certains facteurs qui favorisent en fait ce syndrome coronarien, qui peuvent être donc l'insuffisance cardiaque, la tachycardie, l'anémie, l'hypoxie, toutes ces conditions qui sont aussi un peu dans l'infarctus de type 2. Et on peut mettre dans ces conditions finalement le Covid-19. Donc, si on reprend donc l'infarctus de type 1 qu'on connaît bien, l'infarctus de type 2 qui est basé principalement sur ce déséquilibre entre l'apport en oxygène et la demande du myocarde, on voit qu'il y a de nombreux paramètres qui favorisent ce déséquilibre qui peuvent être dans le Covid-19, comme les emboles myocardiques, la tachycardie, bien sûr, l'hypoxie, l'anémie, l'état de choc, l'hypotension. Si on revient un peu en détail sur un petit peu la physiopathologie, donc les différents mécanismes précis du syndrome coronarien chez les patients atteints de Covid-19, on voit que le virus peut rentrer dans la cellule endothéliale et créer une dysfonction microvasculaire ou des emboles microvasculaires qui peuvent faire une atteinte microvasculaire coronarienne qui peut faire un infarctus du myocarde. Il peut aussi avoir une inflammation de l'endothélium qui peut amener aussi une dysfonction endothéliale. Et donc là, on parle bien des coronaires donc épicardiques qui sont visualisés à la coronarographie et qui peuvent aussi amener un syndrome coronarien aigu. Enfin, toute cette inflammation peut amener une coagulopathie liée au sepsis ou aussi liée au choc dans tout ce storm, cet orage cytokinique qui peut favoriser aussi l'instabilité des plaques et favoriser le syndrome coronarien aigu. Et enfin, bien sûr, du bon sens, dans l'infarctus de type 2, la préexistence d'une coronaropathie connue et des conditions donc, de déséquilibre entre la demande et l'apport, que peuvent être l'hypoxie ou l'hypotension. Donc, on voit finalement qu'il y a de nombreux mécanismes et que c'est très variable. Et que la différence entre l'atteinte myocardique liée au Covid et le syndrome coronarien aigu n'est pas si facile. Et en pratique, dans les données qui sont disponibles, on voit qu'il y a bien cette grande variabilité. Donc, si on se concentre juste sur les patients qui présentent un SUS-ST, donc un STEMI, et qui sont aussi atteints du Covid, et bien, en fait, il y a une grande partie, que ce soit dans un case report américain ou dans un case report italien, on voit qu'il y a à peu près 2/3 ou 40% des patients qui n'ont pas d'atteinte coronaire visible à la coronographie, ce qui montre cette
complexité de savoir qu'est-ce qui est vraiment un infarctus et qu'est-ce qui est juste du ressort de l'atteinte myocardique liée au Covid. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ces patients sont de mauvais pronostics et que la troponine, bien sûr, stratifie le risque des patients Covid+. Aussi, un case report intéressant dans Circulation, une femme de 43 ans qui amène son patient en hospitalisation, qui ressent une douleur alors qu'elle amène son mari en hospitalisation pour dyspnée. Elle ressent la douleur en l'amenant en faisant un effort de brancardage. Donc, elle est à l'hôpital, elle a une douleur et là, elle présente un ST+ inférieur. Elle est hypotendue, elle a une bonne saturation. À l'échographie, on retrouve un épanchement péricardique et une dysfonction principalement sur le segment inférieur. À la coronographie, on ne retrouve pas de lésion d'obstruction des vaisseaux. Et il y a une dégradation progressive jusqu'au décès du patient au bout de 48 heures. Donc, c'est une histoire qui est un petit peu triste. C'est une patiente qui est plutôt jeune. Et l'autopsie montre qu'en fait, ce sont des microtrombies localisées principalement en inférieur, à l'anapathe, qui montrent finalement bien ce sus-décalage inférieur, malgré le fait qu'il n'y ait pas d'atteinte coronaire visible à la coronarographie. Et en fait, c'est cette charge thrombotique microvasculaire qui a joué un grand rôle dans cette défaillance cardiaque, principalement en inférieur. Donc, on voit une grande variabilité des présentations. Et parmi les ST+ démontrés, si on compare les patients Covid+ et les patients Covid-, ST+ consécutifs, on se rend compte, donc là, présenté en rouge, les patients Covid+, par rapport à en bleu, les patients Covid-, tous ces patients sont des patients ST+ consécutifs. On remarque une atteinte, bien sûr, une charge thrombotique beaucoup plus importante. Une charge aussi thrombotique microvasculaire traduite par la diminution du blush. Donc, la diminution du blush à l'angiographie qui peut être le reflet d'une atteinte microcirculatoire, avec des dédimères aussi très élevés qui peuvent aussi être un reflet indirect biologique et des patients qui ont un pronostic beaucoup plus grave, beaucoup plus sombre. Donc, une charge thrombotique beaucoup plus importante, un tableau clinique parfois très atypique, qui peut être aussi d'entrer dans la maladie Covid, et donc des patients qui sont beaucoup plus difficiles, et certainement que chez eux, il faut être plus agressif au niveau de l'anticoagulation. Alors, c'est difficile de vous parler des mécanismes du syndrome coronarien en période Covid. Donc, on en vient d'aborder les patients Covid+. C'est difficile de ne pas parler des patients Covid-. Très vite, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup moins d'infarctus qui sont présentés aux urgences pendant cette période. Là, c'est les données américaines qui montrent qu'on voit la ligne rouge de 2020 par rapport à la ligne jaune de 2019. On voit qu'il y a une diminution des STEMI. Là, c'est les données anglaises. Donc, à gauche, les ST+. Donc, on voit cette diminution qui est aussi présente dans les données anglaises. Et c'est encore plus important chez les patients ST-, donc STEMI. Donc, il y a moins d'angioplastie, il y a moins de pontage chez ces patients qui sont moins présentés aux urgences. Donc, finalement, moins de ST+ pendant cette période. Un projet collaboratif français du groupe interventionnel français de la Société française de cardiologie, 60 centres, qu'on remercie tous, une énorme collaboration, plus de 6000 patients, 60 centres sur 6 mois, 3 mois en 2019, 3 mois en 2020. Donc, en bleu, c'est l'année 2020, en rouge, c'est l'année 2019. On voit aussi cette nette diminution dès la période de lockdown, donc dès la période de confinement, représentée par la barre bleue. Donc, une diminution de 14% de ST+ pendant cette période de confinement, significative, avec une augmentation de 25% du délai et une augmentation aussi aux alentours de 2% d'un outcome composite qui lie à la fois le décès toute cause pendant l'hospitalisation et complications mécaniques pendant l'hospitalisation. Donc, c'est principalement drivé par les complications mécaniques, mais on voit qu'il y a aussi une augmentation de 1% de décès toute cause non significative pendant cette période. Le délai, c'est principalement un délai lié au patient, donc avant le CG qualifiant, donc entre le début des symptômes et l'appel au SAMU, il y a 30 minutes de plus en moyenne, donc c'est significatif, et c'est un délai qui est lié au patient. Le délai lié au médecin, donc entre le diagnostic et la coronographie, lui, il est stable et il n'y a pas eu d'augmentation. Donc ça, c'est intéressant de voir que nos systèmes de santé, contrairement à d'autres systèmes de santé, notamment les données chinoises ou coréennes, montrent que nous, le système en soi, en France, n'a pas été défaillant, malgré le fait qu'il soit saturé. Le temps d'angioplastie a été relativement le même, voire même diminué dans certains centres très touchés par le Covid, puisqu'on sait que les centres de PCI ont été mis en pause pour tous les patients programmés. Juste pour finir là-dessus, aussi le lockdown qui est ici représenté est un facteur de risque d'avoir un décès ou une complication mécanique au cours de l'hospitalisation, indépendamment d'autres facteurs. Donc, il reste des choses qu'on n'a pas encore comprises, indépendamment de l'âge, du sexe, du diabète, de l'atteinte vasculaire préalable, donc un patient
qui a une AOMI, une cardiopathie ischémique connue, le fait d'avoir un arrêt comme présentation initiale, donc on sait que ça c'est quelque chose de très péjoratif, donc là c'est bien représenté, et aussi le délai entre le début du symptôme et l'angioplastie. Donc quand on ajuste sur tous ces facteurs, la période de confinement en soi est un facteur de risque. Alors où sont passés ces patients? On voit que le peu de patients qui étaient arrivés avaient un pronostic un peu plus grave, ils sont arrivés avec plus de délai, et il y en a quand même certains, on a l'impression, qui ne sont pas arrivés. Alors, ces données du centre d'expertise mort subite, donc c'est un papier d'Éloi Marijon de Paris. Donc, le centre d'expertise mort subite, il regroupe toutes les morts subites de l'Île-de-France et de sa petite couronne. Et donc, on voit qu'il y a une augmentation des morts subites sur cette période. Et certainement, on sait qu'il y a dans ces morts subites une partie des cardiopathies ischémiques stables, bien sûr, une partie des patients qui ne sont pas des cardiopathies ischémiques, mais il y a certainement une partie de ces patients qui sont des cardiopathies ischémiques aiguës. Et donc, certainement qu'une partie de ces patients ne sont pas présentés. Donc, je vous remercie de votre attention. Et pour finir, on voit que donc, le Covid a changé totalement le phénotype de nos patients coronariens, à la fois Covid+, donc avec plus d'hétérogénéité de présentation chez les patients Covid+, et aussi chez les Covid-, on voit qu'il y a des patients avec plus de délai, et certainement que s'il y a plus de confinement, il faut bien insister sur le fait que ces patients doivent venir dès qu'ils ont des symptômes et dès qu'ils ont un signe alerte. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup Guillaume pour cette présentation sur SCA et Covid. Donc très clairement, vous mettez en évidence deux mécanismes physiopathologiques différents sur la survenue de syndrome coronarien. Et un mécanisme thrombotique plutôt épicardique, finalement classique, un autre mécanisme qui se situe davantage à l'étage microvasculaire et qui est l'originalité. Est-ce que dans votre pratique à Bordeaux, il vous est arrivé de relever notamment le deuxième mécanisme dans votre pratique quotidienne? Alors, merci de cette question. Alors après, les atteintes d'infarctus chez les patients Covid positifs, ça concerne quand même très très peu de patients. Donc c'est vrai qu'initialement on a fait quand même beaucoup de coro à des patients qui avaient des troponines élevées, qui étaient atteints du Covid. Et avec le recul, malgré le sus-décalage, on y revient un petit peu. Alors qu'est-ce qu'on fait face à un patient qui n'a pas d'obstruction de vaisseau visible à la coro? C'est délicat quand même dans ce contexte de faire on devrait faire des mesures hémodynamiques plus invasives, notamment l'IMR, mais nous, on ne le pratique pas en pratique clinique. Je pense que c'est quand même difficile chez ces patients, si on ne trouve pas d'obstruction claire, dans une phase un petit peu infectieuse importante, dans un contexte où les patients sont très thrombotiques, de faire des mesures supplémentaires hémodynamiques. Donc en pratique clinique, je pense que ça va peut-être nous amener à être plus interventionnel, et être plus agressif sur la thérapie antithrombotique, peut-être faire durer l'anticoagulation plus longtemps à des seuils un peu plus élevés, mais j'objecterai pas forcément de façon interventionnelle et invasive l'obstruction ou l'atteinte microvasculaire. Je ne sais pas si je réponds bien à la question. Très bien, oui. La place est plus à la clinique qu'à l'interventionnel chez ces malades. Alors, faut-il proposer l'IRM à titre systématique chez ces patients, et que nous montre l'IRM? Ouais, alors ça, c'est une vraie question. Il y a pas mal de choses qui ressortent sur l'IRM cardiaque, même chez les patients n'ayant pas présenté d'infarctus. Donc, chez le peu de patients Covid+, qui ont présenté un infarctus, je pense qu'on a vraiment envie d'aller à l'IRM. Et si on a des éléments pour se dire que c'est plus une atteinte épicardique, coronarienne ou une autre atteinte de type myocardite, pour faire aussi un peu le distinguo, parce que c'est pas forcément facile de faire ce diagnostic différentiel, je pense qu'on ira assez facilement si l'IRM cardiaque est disponible et si le patient, bien sûr, est transportable à l'IRM cardiaque pour avoir un diagnostic de certitude, parce que quand même, les conséquences thérapeutiques ne sont pas du tout les mêmes. Donc oui, je pense que l'IRM cardiaque, il a vraiment sa place sur ces formes qui sont parfois très frontières, sur ces formes cliniques qui sont très, très hétérogènes, et je pense qu'on peut avoir des surprises et des atteintes coronariennes chez ces patients chez qui, initialement, on avait étiqueté peut-être myocardite, peut-être à tort. En clair, on a besoin de données complémentaires et de mieux comprendre dans ces cohortes comment orienter le diagnostic et les thérapeutiques après ces syndromes coronariens aigus d'un type parfois nouveau. En tout cas, un grand merci Guillaume. Et il est temps de conclure cette session sur thrombose et Covid-19.
Pour retenir les messages principaux de cette session, le premier point développé sur l'utilisation des dédimères chez ces patients Covid, eh bien, cet outil doit être généralisé, ce qui est déjà le cas en médecine hospitalière, mais peut-être aussi en médecine de ville pour le suivi des patients et leur niveau de gravité et pour orienter le traitement antithrombotique. Il a été beaucoup question de risque thrombotique et plus encore peut-être de risque hémorragique chez ces patients. Ce dernier semble prendre une part importante chez ces patients qui sont parfois soumis à des régimes antithrombotiques importants. Et donc, ce risque hémorragique mérite d'être pris en considération et d'adapter au mieux possible le régime antithrombotique et peut-être de l'interrompre de façon optimale chez des patients qui sont sortis d'infection. Enfin, nous avons parlé de syndrome coronarien aigu chez les patients Covid et pour souligner l'existence d'un mécanisme physiopathologique différent du mécanisme thrombotique épicardique habituel. Et ce mécanisme d'atteinte microvasculaire chez des patients qui présentent un syndrome coronarien aigu, parfois avec décalage de ST, mais sans lésion épicardique, nécessite peut-être de recourir de façon assez systématique à l'IRM cardiaque, tout comme on le fait dans les minocards, et pour mieux distinguer cette pathologie frontière de la pathologie inflammatoire myocardique ou de myocardite. Voilà, je vous remercie pour avoir assisté à cette session et je vous souhaite à tous un excellent après-midi.